Ma petite amie a été poussée par sa famille à me quitter pour un vrai homme. Maintenant, elle me supplie de lui donner une seconde chance après que j'ai réussi et qu'elle galère. Salut tout le monde. Ça va être long. Compte jetable pour des raisons évidentes, mais j'ai besoin de sortir cette histoire de ma poitrine. Je la garde pour moi depuis des années, et voir l'effondrement récent de mon ex sur les réseaux sociaux m'a enfin donné le déclic pour la raconter. Attachez vos ceintures, parce que c'est du lourd. J'ai grandi à l'est de Détroit, juste ma mère et moi, après que mon vieux ait décidé que les cigarettes comptaient plus que sa famille et ne soit jamais revenu de son soi-disant petit tour à l'épicerie. Ma mère, c'était une putain de guerrière. Infirmière le jour, serveuse le soir, et elle trouvait quand même le temps d'assister à la plupart de mes trucs à l'école. On n'avait pas grand-chose, mais elle s'est arrangée pour que je ne me sente jamais pauvre, tu vois. J'ai commencé à bosser dans le garage de mon oncle Mike à 15 ans, pas parce qu'il voulait vraiment m'embaucher. En fait, il a essayé de m'en dissuader, disait que je devrais me concentrer sur l'école. Mais j'en avais marre de porter des fringues usées et de voir ma mère épuisée tout le temps. Et puis j'ai toujours eu ce truc pour les voitures. Je passais des heures à regarder des vidéos YouTube sur les moteurs et les modifications, à gribouiller des designs dans mes cahiers en cours. Le garage de l'oncle Mike, ce n'était rien de spécial, juste un atelier normal qui faisait du bon boulot pour des gens normaux. Mais mec, pour moi, c'était Harvard. Tous les jours après l'école, j'y allais direct, je balayais le sol, rangeais les outils, faisais ce qu'il fallait. Les vieux mécanos ont commencé à m'apprendre des trucs quand ils ont vu que j'étais vraiment intéressé. À 16 ans, je pouvais faire une vidange les yeux fermés. À 17, j'aidais sur des reconstructions de moteurs. Et là, ça devient intéressant. Un jour, un gars débarque avec une Mustang GT complètement foutue. Les autres garages avaient abandonné, disaient que ça ne valait pas le coup. Mais moi, j'ai vu le potentiel. J'ai passé 2 semaines à rester tard après mes heures normales, à fouiller les forums, à tester différentes solutions. Et j'ai fini par la faire tourner mieux que neuve. Après ça, le bouche à oreille a pris. Si tu avais une voiture de performance qui avait besoin d'un gros travail, c'était chez l'oncle Mike qu'il fallait aller. Et j'étais le gamin qu'on demandait. J'ai fini le lycée avec des notes correctes, grâce à ma mère qui me poussait sans relâche sur les devoirs. Mais la fac, ce n'était pas vraiment pour moi. J'ai plutôt fait une école technique. J'ai obtenu toutes mes certifications. Et c'est là que j'ai rencontré Sarah. Mec, quand j'y repense, j'aurais dû voir les signaux d'alerte dès le début. Elle avait amené sa BMW dans l'atelier où je faisais mon apprentissage. Rien de spécial. Juste une Mars 2028. Apparemment, son père la lui avait offerte pour ses 20 ans. Ouais, je sais. Mais elle semblait différente des autres filles friquées qu'on voyait passer. Elle s'est vraiment intéressée quand je lui ai expliqué ce qui n'allait pas avec sa voiture. Elle ne s'est pas montrée dégoûtée par mes mains pleines de cambouis. Elle riait même à mes blagues débiles sur les bagnoles. On a commencé à sortir ensemble quelques semaines plus tard. Avec le recul, je pense qu'elle me voyait comme sa petite rébellion contre sa famille coincée. Tu sais, comme ces filles riches qui sortent avec le mauvais garçon juste pour émerder leurs parents. Sauf que je n'étais même pas un mauvais garçon, juste un mec de la classe ouvrière, doué avec les voitures et qui avait de grands rêves. Les 2 premières années étaient plutôt chouettes. Elle m'apportait à manger au garage, traînait pendant que je bossais sur mes projets. J'ai commencé à faire des boulots à côté, à économiser chaque centime, avec cette vision d'ouvrir mon propre atelier. Pas juste un garage de réparation, mais un atelier haut de gamme. Le genre d'endroit où les gens amènent leur Ferrari et leur Lamborghini pour des travaux sérieux. Sarah avait l'air de me soutenir, parlait toujours de combien elle croyait en moi. Mais sa famille, putain. Imagine tous les clichés sur les snobs fortunés. Multiplie par 10 et tu t'approches de la vérité. Son père, le grand promoteur immobilier, me posait des questions condescendantes sur mon petit hobby automobile beau repas de famille. Sa mère ramenait sans cesse le fait que le fils de sa copine réussissait brillamment en médecine, ou que le mari de sa cousine venait de devenir associé dans un cabinet d'avocats. Mais je gardais mon calme, concentré sur mes objectifs. À 24 ans, j'avais une solide réputation dans la scène automobile de Détroit, je commençais à avoir des clients haut de gamme grâce au bouche à oreille, et j'avais même fait l'objet d'un article dans un magazine local pour une restauration personnalisée d'une Shelby GT500 de 1967. Les choses s'annonçaient bien. Sarah et moi, ça faisait 4 ans. On avait parlé mariage, enfants, tout ça. J'économisais pour une bague. Rien de fou, mais de l'argent honnête que j'avais gagné de mes propres mains. J'avais tout un plan pour la demander en mariage une fois que j'aurais obtenu le prêt pour mon atelier. Puis tout est parti en vrille. Chaque année, la famille de Sarah organisait un gala de charité chic pour une fondation sauver ceci ou cela. D'habitude, je trouvais une excuse pour ne pas y aller. Rien de plus inconfortable que d'être entouré de gosses de riches persuadés que changer eux-mêmes leur huile, c'est une aventure. Mais cette fois, Sarah a insisté, disait que c'était important pour sa famille que je sois là. Premier signal rouge que j'ai complètement raté. J'ai bossé comme un malade cette semaine-là pour finir plus tôt la Porsche GT3 d'un client afin de pouvoir y aller. J'ai même acheté un nouveau costume. Rien de luxueux, mais mieux que mes habituels trucs de chez JC Penney. J'ai passé 3 heures à mater des vidéos YouTube pour apprendre à faire un no Windsor correct.
Avec le recul, j'ai probablement trop forcé. Mais bon, je voulais rendre Sarah fière. Le gala se tenait dans un manoir démesuré en dehors de la ville. Genre avec une fontaine dans l'allée, service de voiturier, moment gênant où j'ai reconnu un des voituriers, un mec qui bossait avant chez l'oncle Mike, et assez de lustres en cristal pour rendre aveugle une petite armée. Je me suis senti déplacé dès que j'ai franchi la porte, mais j'essayais de rester cool. Et c'est là que James putain de Morrison III a fait son entrée. Ce type débarque avec une Porsche GT3 RS flambant neuve, exactement le modèle sur lequel j'avais bossé toute la semaine. Sauf que la sienne sortait direct du concessionnaire, probablement jamais vu une poussière. Il arrive en portant ce que j'ai appris plus tard être un costume à 12 000 $. Ouais, j'ai vérifié. Une montre de luxe qui devait coûter plus que mon revenu annuel. Et cette coupe de cheveux typique de gosse de riche qui crie, les avocats de mon père ont aussi des avocats. Et le vrai truc, c'est ça, sa famille possédait Morrison Luxury Automobile, une chaîne de concessions haut de gamme dans 3 États. Les mêmes concessions qui nous envoyaient parfois des voitures qu'ils n'arrivaient pas à réparer. L'ironie me tuait. La mère de Sarah a littéralement couru vers lui pour le saluer. « James, chéri, on ne savait pas que tu serais là. » Pur mensonge. J'ai découvert plus tard qu'il l'avait spécialement invité. Et avant que je le réalise, ils orientaient Sarah vers lui, s'assurant qu'ils soient assis côte à côte au dîner. Pendant le repas, j'ai dû me taper ce mec qui se vantait de ses dernières aventures professionnelles, évidemment financées par papa. On vient d'acquérir une nouvelle concession à Chicago, dit-il en faisant tournoyer son vin à 1 000 $ comme dans une pub. On prévoit de s'étendre sur le marché des voitures exotiques. C'est vraiment une question de bien comprendre l'état d'esprit du consommateur de luxe. J'ai failli m'étouffer avec mon minuscule plat français bizarre. Ce gars ne reconnaîtrait pas un vrai boulot sur une bagnole même si ça lui mordait le cul recouvert de fringues de designer. Mais à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, les parents de Sarah étaient en extase. Son père n'arrêtait pas de dire des trucs du genre « Voilà le genre de vision dont l'industrie a besoin et où tu comprends vraiment le côté business des choses. » Et tout le long, j'ai remarqué que Sarah devenait de plus en plus silencieuse. D'habitude, elle sautait sur l'occasion pour parler de mes projets, du travail sur mesure que j'avais fait, de mes plans d'ouvrir mon propre garage. Mais ce soir-là, rien. Elle se contentait de hocher la tête et de rire aux mauvaises blagues de James sur les gens qui achètent encore des voitures américaines. Ça m'a fait plus mal que toutes les petites piques sur mes origines. Après le dîner, il y avait de la danse. Je ne suis pas vraiment un danseur, à moins que tu comptes le petit pas de victoire que je fais après avoir reconstruit une transmission avec succès, mais j'essayais. Puis James s'est interposé, tout en souplesse avec ses talents de danse de salon sûrement appris dans quelque école préparatoire chic. Sarah ne m'a même pas regardé en arrière. Le reste de la soirée a été une torture. Obligé de les regarder danser, parler, rire. Sa mère rôdait autour d'eux, prenait des photos, faisait des commentaires sur le beau couple qu'ils formaient. Pendant ce temps-là, j'étais au bar, noyant ma frustration dans une boisson hors de prix que je n'arrivais même pas à apprécier. Sur le trajet du retour, Sarah était différente. Silencieuse. Quand j'ai essayé de plaisanter sur James, stéréotype ambulant, elle n'a pas ri comme d'habitude. À la place, elle s'est défendue. Il est vraiment intelligent dans ce secteur, elle a dit. Tu pourrais peut-être apprendre quelque chose sur le côté business avec lui. C'est là que j'ai compris. Au fond, je crois que je savais déjà qu'on était fini. Mais comme un idiot, j'ai ignoré le signal, je me suis répété qu'elle était juste impressionnée par la soirée chic, que tout redeviendrait normal une fois rentré dans notre routine habituelle. Au fil des semaines, Sarah a commencé à s'impliquer davantage dans le cercle social de sa famille. Soudain, elle était trop occupée pour passer au garage, toujours un événement caritatif ou une soirée mondaine, et d'une manière ou d'une autre James était toujours là aussi. Juste une coïncidence, qu'elle disait. Ouais, bien sûr. La goutte d'eau? J'ai découvert qu'elle avait des déjeuners d'affaires avec James pour discuter d'opportunités d'investissement pour mon futur garage. Apparemment, il était intéressé par le soutien aux talents locaux. Oui, soutenir en me sortant de ma propre relation. C'était un mardi quand ma vie s'est effondrée. Je m'en souviens parce que je venais de terminer une reconstruction complexe de transmission sur la Mercedes AMG GT d'un client. Je me sentais plutôt bien. De la graisse plein les mains mais un gros chèque dans la poche. Le genre de journée qui rime d'habitude avec bière de célébration avec les gars du garage. Puis Sarah m'envoie un texto, on peut parler? Je passerai chez toi après le boulot. Quiconque a déjà reçu ce message sait exactement ce que ça veut dire. Mais moi, stupide, j'ai vraiment cru qu'elle voulait peut-être s'excuser d'être distante dernièrement. Je suis rentré en courant, j'ai pris la douche la plus rapide de ma vie, j'ai même rangé mon petit appartement au-dessus du garage. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Payé par un travail honnête et de longues heures. Elle arrive, on aurait dit qu'elle sortait d'un magazine. Tout en vêtements de créateur, coiffure parfaite, pas un détail de travers. Pendant ce temps, moi, j'avais encore de l'huile moteur sous les ongles malgré tout ce que j'avais frotté. Le contraste m'a frappé différemment ce jour-là. Je pense qu'on devrait faire une pause, elle commence. L'intro classique, hein. Mais là arrive le vrai coup de massue. J'ai beaucoup réfléchi à mon avenir.
Je suis resté assis sur mon vieux canapé pendant qu'elle déroulait son discours manifestement répété. Qu'elle avait besoin de stabilité. Qu'elle était à un stade de sa vie où elle devait réfléchir sérieusement à son futur. Que sa famille lui avait fait réaliser certaines choses. Puis, le clou du spectacle. Elle a eu le culot de dire ça, James m'a aidé à comprendre ce que je veux vraiment dans la vie. Quelqu'un de déjà établi. Quelqu'un qui peut me donner le style de vie auquel je suis habitué. Tu sais ce qui est dingue. Je ne me suis même pas énervé. Je n'ai pas crié, je n'ai rien lancé. Je suis juste resté assis là, comme si on m'avait arraché le cœur par la gorge. 4 ans de souvenirs qui défilent, toutes les nuits passées avec elle au garage, tous nos projets, toutes les fois où elle m'a dit qu'elle croyait en mes rêves. Et le garage? J'ai demandé. Et tout ce qu'on avait prévu? Elle a littéralement levé les yeux au ciel. Elle a levé les yeux au ciel, putain. Sois réaliste. Tu sais combien de capital il faut pour concurrencer les garages de luxe déjà installés? James dit. Je l'ai coupé net. James dit? Le type qui n'a jamais changé son nuit lui-même? C'est de lui que tu prends des conseils business maintenant? Elle a eu ce regard. Comme si j'étais un gamin qui ne comprend pas comment le monde réel fonctionne. C'est exactement ce dont je parle. Tu es tellement focalisé sur la technique que tu ne comprends pas la réalité business. James a des connexions. Il comprend le marché du luxe. Je me suis levé. Quelque chose s'est brisé en moi. Dehors. Quoi? Dégage de mon appart. Prends tes sacs de créateur, ta réalité business et ton putain de James et dégage. Elle avait l'air choquée. Elle pensait sûrement que j'allais supplier, promettre de changer, ramper pour une seconde chance. Au lieu de ça, j'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai tenue ouverte. Elle est partie sans un mot de plus. 2 jours plus tard, 2 putains de jours, elle était partout sur Instagram. Des photos d'elle et James dans un restaurant sur un toit, son bras autour de sa taille, on aurait dit qu'il tournait une pub pour problème de riches. Légende, parfois, la vie t'emmène exactement là où tu es censé être. Le pire? Les commentaires. Tous ses amis friqués disant des trucs du genre OMG enfin. Vous êtes parfaits ensemble. C'est ce que tu mérites, girl. Comme si toute notre relation n'avait été qu'une phase embarrassante pour elle. Puis est arrivé le vrai raz-de-marée. Tu te souviens de la Mercedes que je venais juste de finir? Le propriétaire appelle le lendemain, dit que la transmission déconne encore. J'étais tellement détruit par la rupture que j'ai dû rater quelque chose lors du remontage. J'ai dû payer moi-même la réparation. Adieu le gros chèque dont j'étais si fier. Les erreurs se sont enchaînées. J'ai commencé à trop boire, à arriver en retard au boulot, à perdre ma concentration sur les chantiers. L'oncle Mike a essayé de me parler, mais je n'écoutais pas. Les clients ont commencé à aller ailleurs. Mes économies pour le garage? Elles fondaient vite entre les boulots perdus et l'alcool pour noyer mes souvenirs de Sarah. J'ai perdu 3 autres gros contrats en 2 semaines. Dans le monde des voitures de luxe, le bouche à oreille va vite. Une erreur et ta réputation prend un coup. 2 erreurs et les gens commencent à chercher ailleurs. L'oncle Mike a essayé de m'aider. C'est un bon gars. Il m'a donné des chances même quand je venais en retard, la gueule de bois ou les deux. Mais après que j'ai rayé la Camaro restaurée de 69 d'un client parce que j'étais trop bourré pour voir une clé à molette traîner sur mon établi, il a dû prendre une décision. Il m'a pris à part un vendredi après-midi, la douleur sur le visage. Écoute gamin, je t'aime comme un fils, mais je ne peux pas te laisser bosser sur des voitures dans cet état. Tu vas te blesser ou blesser quelqu'un d'autre. Prends du temps. Remets-toi d'aplomb. Ce soir-là, j'ai bu jusqu'à ne plus rien sentir. Je me suis réveillé sur le sol de ma salle de bain avec 3 appels manqués de mon propriétaire. Apparemment, j'avais loupé 2 mois de loyer pour mon appartement au-dessus du garage. J'étais tellement à la dérive que je n'avais même pas vu les avis de retard s'accumuler. Le coup de pied final? Mon compte épargne était presque vide. 4 ans à économiser chaque centime pour mon garage de rêve. Parti en moins de 2 mois d'autodestruction. Entre les boulots ratés que j'ai dû réparer à mes frais, l'alcool et mes tentatives de faire bonne figure sur les rares rendez-vous où j'allais comme si ça allait t'aider, j'avais tout cramé. J'ai dû retourner vivre chez ma mère à 26 ans. Elle n'a rien dit quand je suis arrivé à sa porte avec 2 sacs de sport et une boîte à outils. Elle m'a juste serré dans ses bras et m'a dit que le dîner serait prêt dans 1 heure. Mais je l'ai vu pleurer dans la cuisine plus tard ce soir-là. Ça m'a détruit de savoir que je faisais pleurer ma mère après tout ce qu'elle avait sacrifié pour m'élever correctement. J'ai commencé à accepter n'importe quel boulot. Je bossais chez AutoZone la journée. Le soir, je livrais des pizzas. Mais le pire? J'ai dû prendre un job comme voiturier dans un steakhouse chic du centre-ville. Exactement le genre d'endroit où je rêvais d'emmener Sarah une fois que j'aurais réussi. Et puis c'est arrivé. Le moment qui m'a vraiment brisé. Je me tenais là, dans mon uniforme de voiturier, pantalon en polyester bon marché, gilet rouge qui me faisait ressembler à un elfe de Noël recalé. Et voilà qu'arrive une Porsche GT3 RS familière, ce bleu requin si particulier qui hante encore mes cauchemars. James en descend, l'air d'un mannequin de GQ. Et puis Sarah. Elle portait une robe rouge qui devait valoir plus cher que ma voiture, tout en créateur, et ce bracelet de tennis que James avait posté sur Instagram comme étant son cadeau. Oui. J'étais encore assez pathétique pour vérifier leurs réseaux sociaux. Elle m'a vu. Je sais qu'elle m'a vu.
Mais elle m'a regardé comme si j'étais invisible. Elle m'a juste tendu son sac à main avec ce sourire automatique qu'on réserve au personnel. James, par contre, ce connard m'a reconnu. Il a eu ce petit sourire en coin, a sorti son portefeuille. Prends en soin, il m'a dit en me donnant un billet de $100. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi dernièrement. J'avais envie de lui enfoncer ce billet dans la gorge, envie de lui rappeler que j'en savais plus que lui sur les voitures, envie de lui dire que l'argent de papa ne fait pas de toi un homme. Mais tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris ce putain de billet. Parce que j'en avais besoin. Parce que la clim de ma mère était cassée et qu'elle refusait que je paie pour la réparer. Mais je savais que ces $100 couvriraient les pièces nécessaires. Ce soir-là, après mon service, je me suis assis dans ma voiture, la même Mustang que j'avais été si fier de monter moi-même, maintenant usée et négligée. J'ai sorti mon téléphone et regardé l'Instagram de Sarah. Ils étaient là, au même restaurant où j'avais travaillé comme voiturier. Couple parfait, vie parfaite, putain de tout parfait. 30 kilos de dépression accrochés à mon corps, uniforme bon marché qui puait les voitures des autres, ce billet de $100 qui me brûlait la poche. Voilà mon vrai fond du gouffre. Mais le truc avec le fond, c'est qu'une fois que tu y es, t'as plus rien à perdre. Ce soir-là, je suis rentré, j'ai traversé le salon sans un mot alors que ma mère regardait ses émissions de nuit, et je suis allé droit dans ma vieille chambre, encore décorée de mes trophées du lycée. Je suis resté devant le miroir pendant ce qui m'a semblé être des heures. Le type en face, je ne le reconnaissais plus. Parasé depuis des semaines, des cernes profonds. Un étranger portant mon visage. C'est là que j'ai pris la décision. Avec un D majuscule. Parce que parfois, il faut complètement se briser pour pouvoir se reconstruire. Et reconstruire? C'est exactement ce que j'allais faire. Ce billet de $100 que James m'avait donné, il a tout changé, mais pas comme il le pensait. Le lendemain matin, après l'incident du voiturier, je me suis levé à 4 heures du matin. Quelque chose avait changé en moi. J'ai pris la vieille balance digitale de ma mère et j'ai affronté la vérité. 110 kilos. J'avais pris 21 kg de surpoids de dépression en quelques mois. J'ai sorti mon téléphone, supprimé toutes les applis de livraison, j'ai arrêté de suivre Sarah et James partout, et j'ai téléchargé une appli pour compter les calories. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis le foot au lycée. J'ai remis mes vieilles chaussures de course et je suis allé courir. J'ai tenu 6 minutes avant de croire que mes poumons allaient exploser. Mais le truc avec le fond du gouffre, c'est que tu n'as que du temps. Pas de copine à satisfaire, pas de vie sociale à entretenir, pas de réputation à protéger. Juste des heures et des heures pour te reconstruire. Alors j'ai fait un plan. Un vrai. Pas une résolution bidon du nouvel an. 4h30, réveil, shake protéiné, apprentissage de la nutrition sur YouTube. 5h, salle de sport. 7h, shift chez AutoZone. 16h, service de voiturier. 23h, étudier le business et le marketing jusqu'à tomber de fatigue. Et on recommence. Chaque putain de jour. Le premier mois a été un enfer. Mon corps me faisait souffrir en permanence. Vivre chez ma mère à 26 ans me donnait l'impression d'être un raté total. Le job de voiturier me rappelait constamment tout ce que j'avais perdu. Mais je continuais à fixer ce billet de $100 accroché au mur, à repenser au sourire narquois de James, et je transformais cette colère, cette humiliation, en carburant. Au bout de 3 mois, ça a commencé à changer. Moins 11 kg, les muscles commençaient à réapparaître. Les clients réguliers d'AutoZone me demandaient ce que je faisais de différent. Mais le plus gros changement, c'était dans ma tête. Travailler chez AutoZone avait un avantage inattendu. Je parlais avec tous les types de passionnés de voitures de Détroit, des papas de banlieue avec leurs projets du week-end aux collectionneurs sérieux entretenant leurs classiques. J'ai commencé à voir des schémas, ce qu'ils râlaient dessus, les services introuvables, ce qu'ils rêveraient d'avoir. Les gros clients surtout. Ils en avaient marre que les concessions, comme celle de la famille de James, surfacturent pour des bricoles et ratent les choses complexes. Plus j'écoutais, plus je voyais une brèche dans le marché. Ces gars voulaient quelqu'un qui comprenait à la fois la mécanique et le marché du luxe. Tu te rappelles de l'entrepôt dont j'ai parlé? Je l'ai trouvé pendant un service de voiturier. Un énorme bâtiment abandonné à Corktown, juste entre les banlieues riches et le centre-ville. L'ancien proprio avait fait faillite pendant le Covid. L'endroit était en ruine. Fenêtres cassées, graffitis partout, sûrement des squatteurs dans les coins. Mais putain, les structures étaient parfaites. Au plafond, super emplacement, immense porte capable d'accueillir n'importe quel véhicule. Pendant mes pauses, je m'asseyais dans ma voiture devant le bâtiment, je faisais des calculs, je dessinais des plans, je réfléchissais. Le prix demandé, $400 000. Hors de portée pour moi. Mais je n'arrivais pas à l'oublier. Et puis est arrivé le déclic. Un soir, je devais garer une Rolls-Royce Phantom déglinguée. Oui, ça existe. Le propriétaire était un vieux businessman de Détroit, Monsieur Thompson. Sa voiture faisait un bruit étrange. Il s'était déjà plaint à 3 concessions différentes, avait claqué des milliers, mais le problème persistait. Je l'ai entendu et j'ai su tout de suite ce que c'était. Problème classique de suspension pneumatique sur ces modèles. Je lui donne mon diagnostic. Il est sceptique mais désespéré.
Il me dit que je peux regarder après mon service si je veux. J'ai passé 2 heures sur le parking avec quelques outils de mon coffre. Quand j'ai terminé, il était sidéré. Il a commencé à poser des questions sur mon parcours, mes projets. Je lui ai tout raconté, l'entrepôt que je voulais acheter, ma vision d'un garage de luxe différent, comment le marché actuel laissait tomber des clients comme lui. On a parlé pendant 1 heure. Le lendemain, il m'a appelé. Il voulait me rencontrer dans son bureau. Je me suis présenté dans mes plus beaux habits, ce qui ne voulait pas dire grand-chose à ce moment-là, les mains encore tachées d'huile de moteur malgré les avoir frottées jusqu'au sang. Il avait une proposition, il m'aiderait à obtenir le prêt pour l'entrepôt, plus 200 000 $ pour les rénovations et l'équipement. En échange, il voulait 25% de l'entreprise et la priorité absolue pour l'entretien de sa collection de voitures. Mais voilà le piège, j'avais 3 mois pour prouver que je pouvais diriger une entreprise, avec un business plan complet, une stratégie marketing, tout. Et je devais regagner la confiance de la communauté des voitures de luxe. Pas de pression, hein? Tu sais ce que j'ai fait? J'ai suivi tous les cours de business gratuits en ligne que je pouvais trouver. Pendant mes shifts de voiturier, j'étudiais les clients haut de gamme, leur façon de parler, ce qu'ils valorisaient, ce qui leur inspirait confiance. J'ai utilisé mes contacts d'AutoZone pour reconstruire ma réputation dans le milieu automobile. J'ai rappelé toutes les faveurs aux mécanos que j'avais déjà aidés. J'ai perdu encore 9 kg. J'ai commencé à mieux m'habiller. Pas chic, mais professionnel. Des vêtements propres, repassés, même pour le job de voiturier. J'ai changé ma façon de parler, ma posture. Pas en jouant un rôle, mais en devenant la meilleure version de moi-même. 3 mois plus tard, je suis entré dans le bureau de Monsieur Thompson en homme différent. Physiquement, mentalement, professionnellement, tout avait changé. J'ai posé un business plan de 100 pages, réécrit 12 fois. J'avais 5 propriétaires de voitures de luxe prêts à signer des contrats d'entretien, un plan complet de rénovation pour l'entrepôt. Il a tout lu, m'a fixé un long moment, puis a ouvert son tiroir, sorti un trousseau de clés, les clés de l'entrepôt. Il l'avait déjà acheté. Il a dit qu'il savait, dès la 2e semaine, que j'allais y arriver. Il voulait juste voir jusqu'où j'étais capable d'aller. Ce soir-là, debout dans ce qui allait devenir mon atelier, couvert de poussière et de toiles d'araignée, j'ai enfin décroché le billet de 100 $ de mon mur. Pas parce que j'avais tourné la page, mais parce que j'avais besoin de place pour le permis de construire qui allait tout changer. Rénover cet entrepôt, c'était comme redonner vie à une voiture morte. Il faut tout démonter jusqu'au métal brut avant de reconstruire correctement. Premier jour en tant que propriétaire, je trouve 300 abris vivants dans le bureau du fond et assez de pigeons pour lancer une équipe de course. Le toit fuyait en 17 endroits. Le sol en béton était plus fissuré que la conscience morale de mon ex. Mais mec, il y a quelque chose de thérapeutique à détruire pour reconstruire mieux. J'ai passé 2 semaines à démolir les cloisons et à nettoyer des décennies de merdes industrielles. Monsieur Thompson pensait que j'étais fou de faire la démolition moi-même, mais j'en avais besoin. Besoin de sentir chaque partie de cet endroit se transformer sous mes mains. Tu te rappelles du business plan dont j'ai parlé? Il prévoyait 3 mois de rénovation avant l'ouverture. On l'a fait en 7 semaines. Je parle de journées de 18 heures, dormant sur un lit de camp dans ce qui allait devenir le salon des clients, mangeant rien d'autre que des barres protéinées et du café de station-service. Ma mère m'apportait des vêtements propres et de la vraie nourriture, en disant que je travaillais trop. Mais elle ne comprenait pas. Ce n'était pas du travail. C'était une rédemption. Le sol a coûté près de 50 000 $ à refaire correctement. Revêtement spécial en époxy, capable de supporter aussi bien les fuites d'huile que les traces de pneus de Bugatti. Les ponts élévateurs, 100 000 $ de plus pour du haut de gamme. Pas ces merdes hydrauliques bon marché qui tombent en panne tous les 2 mois. Chaque dollar dépensé, c'était un investissement pour leur prouver qu'ils avaient tort. Le jour de l'ouverture, rien de spécial. Pas de grande cérémonie. Pas de coupe de ruban. Juste les portes ouvertes à 7 heures un mardi matin. J'avais exactement 5 rendez-vous prévus. Tous grâce au contact de Monsieur Thompson. À 8 heures, premier vrai test, un Rolls-Royce culinant, le propriétaire se plaignait d'un bruit bizarre dans la suspension. Les autres garages lui avaient fait un devis à 15 000 $ pour un remplacement complet du système. Il m'a fallu 2 heures pour diagnostiquer et réparer un actionneur desserré qui coûtait 300 $ en pièces. La tête qu'il a faite quand je lui ai donné la facture, inestimable. Il a appelé 3 amis avant même de quitter le parking. C'est là que les choses ont décollé. Le bouche-à-oreille s'est répandu comme une traînée de poudre dans la communauté des voitures de luxe. Ce nouvel atelier à Corktown, le type qui le dirige sait vraiment ce qu'il fait. Pas de baratin. Des prix justes pour un travail de qualité. 3 semaines plus tard, on était complet pour 2 semaines à l'avance. J'ai embauché mes 2 premiers mécanos à la fin du premier mois. 2 gars que je connaissais de l'époque où je traînais dans le garage de mon oncle Mike, qui voulait bosser dans le haut de gamme. Je les ai formés moi-même, leur ai inculqué mes standards. Pas de raccourcis, pas de conneries. Pas de surfacturation juste parce que le client a de l'argent. Puis est arrivé le tournant. Tu te souviens de la restauration de Ferrari dont j'avais parlé? Le propriétaire était une grosse pointure du milieu des voitures de collection. Il m'amène sa Ferrari 250 GTE de 1962.
Le garage précédent avait complètement foiré la réfection du moteur et demandait encore 40 000 $ pour corriger leurs erreurs. J'ai passé une semaine entière à reconstruire ce moteur, veillant jusqu'à 3 heures du matin à étudier les manuels originaux de Ferrari. Quand je l'ai démarré pour la première fois, ce V12 chantait comme s'il venait de sortir de Maranello. J'en ai pleuré. Le propriétaire était tellement ravi qu'il a parlé de nous dans la newsletter de son club automobile. Du jour au lendemain, on a commencé à recevoir des appels de collectionneurs de tout le pays. 6 mois plus tard, j'ai dû embaucher 3 autres mécanos. On s'est bâti une réputation comme l'atelier qui savait réparer l'impossible. Les pannes que même les concessions, y compris certaines chaînes bien connues, ne comprenaient pas. On a commencé à recevoir des appels de propriétaires d'exotiques, lassés des conneries des concessions. Et là, ça devient intéressant. J'ai commencé à remarquer un schéma. Beaucoup de plaintes concernaient Morrison Luxury Automobile, la chaîne du père de James. Leur service client se dégradait, ils facturaient des prix délirants pour des interventions basiques, et foiraient les réparations complexes. Pourquoi ? Parce que James avait convaincu son vieux de couper dans le budget de formation des techniciens, en pensant que les riches paieraient quoi qu'il arrive. 1 an plus tard, nous avions 3 mois d'attente. On a dû commencer à refuser les voitures, normales, pour se concentrer sur les exotiques et les classiques. On a racheté le bâtiment d'Accent Grave Côté, doublé notre espace de travail, installé un système de diagnostic Ferrari spécialisé qui coûtait plus cher que ce qui aurait dû être ma première maison. Et puis un jour, une Porsche GT3 RS familière s'est garée devant. Pas pour l'entretien, juste garée là pendant que son propriétaire allait au nouveau café en face. La peinture bleu requin commençait à ternir, les disques de frein usés. Au bruit, je savais qu'elle avait besoin d'un nettoyage carbone, mais le proprio n'avait pas encore capté qui j'étais. Moi, je restais discret. Pas de réseaux sociaux. Pas de pub. Que du bouche à oreille. Des magazines locaux avaient écrit sur l'atelier, mais je refusais toujours les photos. Ce n'était pas à propos de moi. C'était à propos du travail. Mais voir cette Porsche-là, en sachant ce qui allait arriver, mec, le karma allait présenter l'addition. Tu te rappelles de cette Porsche GT3 RS fatiguée dont j'ai parlé ? 2 semaines après l'avoir vue devant mon atelier, elle est revenue. Cette fois comme cliente. Pas avec James au volant. Il avait envoyé un coursier de sa concession. Apparemment, la voiture tournait mal et leur technicien n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Le coursier m'a donné les clés sans savoir qui j'étais. J'ai fait une inspection complète pendant qu'il attendait. La voiture était un désastre. Accumulation de carbone, plaquettes de frein usées, liquide de transmission probablement jamais changé depuis la sortie d'usine. Les signes classiques d'un propriétaire qui se soucie plus du badge que de la machine. J'ai rédigé un devis complet. Je l'ai remis au voiturier. Le total s'élevait à environ 18 000 $ de travaux nécessaires. Le voiturier a appelé James directement depuis mon bureau. Je pouvais l'entendre à travers le téléphone. C'est ridicule. Notre service après-vente a dit qu'il suffisait d'une mise au point. Ma journée a été illuminée quand le voiturier a répondu « Monsieur, vous m'avez dit de l'emmener au meilleur garage de Détroit. C'est ce garage. » James est arrivé 1 heure plus tard, sans doute en pensant qu'il allait pouvoir jouer de son influence. Il est entré dans mon bureau sans me reconnaître tout de suite. J'avais pris 15 kilos de muscles, laissé pousser une barbe bien entretenue, et je portais un costume sur mesure au lieu de la combinaison de mécano. Le moment de reconnaissance ? De l'or pur. Son visage a traversé 5 émotions en 3 secondes, choc, incrédulité, colère, peur, et enfin respect. Parce qu'il savait. Un seul coup d'œil autour de mon garage suffisait, 6 voitures haut de gamme sur les ponts, 3 certificats Ferrari au mur, et une liste d'attente si longue qu'on ne prenait plus de nouveaux clients. Comment ? A-t-il commencé à demander. Du travail acharné, je l'ai coupé. Quelque chose que l'argent de papa ne peut pas acheter. Il a essayé de sauver la face, a commencé à parler d'une éventuelle collaboration. Sa chaîne de concession était en difficulté. Couper dans la formation des techniciens n'était visiblement pas une grande stratégie à long terme. Mais je n'étais pas intéressé à aider le type qui m'avait tout pris. Votre voiture sera prête dans 2 semaines, je lui ai dit. Conditions habituelles, 50% d'acompte. Le meilleur ? Il a payé. Il n'avait pas le choix. Sa réputation était en jeu, et sa concession était incapable de réparer correctement la voiture. Mais ça, ce n'était que l'entrée. Le plat principal est arrivé 1 mois plus tard quand j'ai reçu un email intéressant. Morrison Luxury Automobile cherchait à vendre certaines de ses concessions. Leur service après-vente avait tellement terni leur réputation qu'ils perdaient des millions. Les clients haut de gamme fuyaient en masse, beaucoup chez nous. Vous vous souvenez de Monsieur Thompson, mon mentor et investisseur ? Il siégeait au conseil d'administration de plusieurs banques, celles qui détenaient les prêts commerciaux de la famille Morrison. Un seul coup de fil de sa part, et soudain, ces prêts étaient réexaminés. De très près. La cerise sur le gâteau ? Sarah est apparue un après-midi dans mon garage, sans prévenir. Elle avait changé. Fini les vêtements de luxe, remplacés par du prêt-à-porter basique. Le vernis de la parfaite fille de riche s'était estompé. Les ennuis financiers de la famille de James avaient frappé leur foyer. Plus de cartes de crédit illimitées. Plus de virées shopping. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit, debout dans mon bureau.
Le même bureau où j'avais autrefois rêvé de construire quelque chose de grand. Je n'aurais jamais dû partir. Tu étais le vrai, et j'étais trop aveugle pour le voir. À ce moment-là, Emma est entrée. Ma petite amie depuis 2 ans, ancienne pilote professionnelle, désormais à la tête de sa propre entreprise de pièces de performance. Elle est tout ce que Sarah a prétendu être. Intelligente, ambitieuse, authentique. Le regard de Sarah quand Emma m'a embrassé pour me saluer, mieux que n'importe quelle vengeance que j'aurais pu planifier. L'erreur, ce n'était pas de partir, ai-je dit à Sarah. L'erreur, c'était de croire que j'avais besoin de toi pour réussir. Aujourd'hui, mon garage est l'adresse incontournable pour les voitures exotiques du Midwest. On a 6 mois de liste d'attente, 3 sites ouverts, et une réputation d'excellence que l'argent ne peut pas acheter. La famille de James a dû vendre la plupart de ses concessions. Le karma est une saleté quand on bâtit son succès sur du vent. Aux dernières nouvelles, James vendait des voitures d'occasion dans l'Ohio. Sarah? Elle est encore avec lui, mais pas vraiment par choix. Quand on construit sa vie entière autour de l'argent de quelqu'un d'autre, difficile de s'en aller quand cet argent disparaît. Son Instagram est rempli de posts du style « béni avec ceux qui comptent vraiment ». Vous savez, le genre de choses qu'on écrit pour se convaincre qu'on est heureux. Moi, je viens de signer pour ouvrir 2 nouveaux sites. Emma et moi allons nous marier au printemps prochain, la cérémonie aura lieu dans le premier entrepôt que j'ai rénové. Monsieur Thompson sera mon témoin. Ce billet de $100 que James m'avait donné quand j'étais voiturier, il est encadré dans mon bureau, juste à côté du prix entrepreneur de l'année que j'ai gagné l'an dernier. Parfois je repense à cette nuit-là, quand je les ai vus entrer dans ce restaurant comme s'ils possédaient le monde. Tout ce que j'ai construit depuis, ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de prouver que le vrai succès vient de la passion, du travail acharné, et du fait de ne jamais laisser quelqu'un d'autre définir ta valeur. L'empire que j'ai bâti, pas grâce à des connexions familiales ni à un fond de confiance. Il est construit sur des mains écorchées, des nuits blanches, et un véritable amour pour ce que je fais. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever. Eddie, putain, ce post a explosé. Mon inbox est saturé. Eddie 2, pour ceux qui demandent, oui, Emma existe. Non, elle n'est pas sur Reddit. Et oui, elle rit à vos commentaires disant qu'elle est hors de ma ligue. Eddie 3, arrêtez d'essayer de deviner quelle concession appartenait au Morrison. Le monde de l'automobile est déjà assez petit sans rajouter du drama. Eddie 4, merci pour tous les prix, mais si vous voulez dépenser de l'argent, faites-le dans des outils et de l'éducation. C'est ça qui construit vraiment des empires. Dernière mise à jour. Tout ça a pris une ampleur bien plus grande que je ne l'imaginais. Pour tous les jeunes dans une situation similaire, concentrez-vous sur vous-même. Le succès, ce n'est pas prouver aux autres qu'ils ont tort, c'est vous prouver que vous avez raison. Construisez quelque chose de réel, et le karma fera le reste. Et à celui qui a demandé si je referais tout, sans hésiter. Parfois, perdre tout ce qu'on a est le seul moyen de réaliser ce qu'on est vraiment capable de construire.